Bonjour, je m'appelle Chloé Aïcha Bourreau, je suis réalisatrice franco-burkinabé et je serai à Angoulême cette année 2025 avec ma toute première fiction, long métrage, Les Invertueuses. Les Invertueuses, c'est un film sur l'autodétermination des femmes à disposer de leur vie, de leur corps, du regard qu'elles veulent porter sur le monde. Et c'est à travers l'histoire d'une grand-mère, Mamie Abba, de plus de 65 ans, qui a encore des sentiments amoureux, du désir pour son amour de jeunesse, avec qui elle n'a pas pu aller plus loin, parce qu'ils ont été empêchés, parce que lui n'était pas assez bien pour elle, aux yeux de la société, bien sûr. Et c'est aussi à travers l'histoire de Nati, la petite fille de Mamie Yaba, qui a 16 ans, et qui découvre donc le secret sur cette histoire d'amour caché, impossible, non vécu, entre sa grand-mère veuve et ce vieil homme de 70 ans, Brahman. Et Nati décide de tout faire pour permettre à ces deux personnes de vivre ce qu'ils ont à vivre, de prendre ce dernier train de leur vie avant de disparaître. Et tout ça, c'est dans le contexte de l'avancée du terrorisme, du djihadisme dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Et Nati, elle porte ce combat par tendresse et par amour pour sa grand-mère, mais aussi parce qu'elle-même se pose des questions. Elle sent bien que cette place, cette minuscule place, cette miette de place taillée sur mesure par la société pour l'enfant, pour la petite fille qu'elle est et pour la femme qu'elle doit devenir, ne lui convient pas. Elle sent qu'elle veut autre chose, mais cette autre chose, elle sait pas ce que c'est. Parce qu'elle a 16 ans et à 16 ans, on ne sait pas qui on est. Et elle a cette phrase magnifique dans le film, je ne sais pas qui je suis, mais je souffre quand on me déforme. Donc Nati se bat pour que sa grand-mère vive ce qu'elle a à vivre avant de partir, car comme disent les Mandingues, et ça c'est pas dans le film, mais comme disent les Mandingues, la mort ne ferme pas les yeux d'un être en prenant l'âme d'un autre. Ce qui signifie que celui qui s'en va, c'est vraiment lui qui s'en va, et ce qu'on n'a pas pu vivre avant de partir, on ne l'aura pas vécu. Donc, Nati veut que Mamie Yaba vive ce qu'elle a à vivre avant de partir, parce que si Mamie Yaba arrive à trouver le courage qu'elle n'a pas eu à 20 ans, de s'assumer et de s'affirmer et de vivre pour elle-même, si elle trouve ce courage à plus de 65 ans, il y a un espoir pour Nati. Quand Nati saura qui elle est, puisqu'elle ne sait pas qui elle est. Elle se pose des questions d'identité de genre certainement, des questions sur elle-même, mais en tout cas, cette petite place, cette minuscule place taillée par la société pour la femme, pour la petite fille qu'elle est, pour la femme qu'elle doit devenir, ne lui convient pas et son combat est là. Alors, les Invertueuses, l'idée m'est venue une année, on était en vacances au Burkina avec mes enfants. Il faut savoir que je suis d'origine burkinabé, mais j'ai la double nationalité française et je vis en France, en Normandie. Et donc, j'étais en vacances avec mes enfants et il y avait ma fille, puisque j'ai deux garçons et une fille. Et je surprends un peu cette conversation entre ma fille et sa grand-mère. Ma fille qui essaye de dire à sa grand-mère, mais si Mamie Yaba, tu peux porter tel vêtement, tu peux faire telle chose, et sa grand-mère qui n'osait pas, qui ne rougissait pas, elle n'est pas blanche, mais qui aurait rougi si elle l'avait été, mais qui disait non mais arrête, qui était très gênée parce que, et puis il y avait ce petit sujet entre les deux, puisque j'avais l'impression que la petite semblait dire que au marché elle avait peut-être vu, compris que il y avait peut-être un monsieur qui, avec sa grand-mère, il se regardait peut-être un peu avec un peu d'insistance ou pas. Je n'avais pas tous les détails et je faisais mine de pas les écouter et puis de pas entendre. Et j'ai trouvé ce moment très beau. C'était une sorte de tendresse comme ça d'une petite fille qui essaie de dire à sa grand-mère, mais bien sûr que tu peux, mamie Abba, et puis tu vas t'habiller joliment la prochaine fois qu'on va au marché. Et puis ça va bien se passer. Et puis tu as le droit. Il y avait comme ça une sorte de transmission inversée dans une sorte de bienveillance et de tendresse d'une petite fille envers sa grand-mère. Et j'ai trouvé ce moment tellement beau que je me suis dit, mais tiens, quelque chose à faire avec ce moment. Et puis, j'étais pas censée écouter cette conversation, donc j'ai fait comme si j'avais rien entendu. Et ce truc a continué de mûrir en moi. Je fais du cinéma depuis une quinzaine d'années, mais j'avais fait que du documentaire parce que je ne trouvais pas le financement pour Démocratie, qui n'est pas encore tourné, mais qui
qui est un film d'époque sur la France-Afrique postcoloniale que j'essaye de faire exister depuis peut-être une vingtaine d'années aujourd'hui, pour lequel je me bats depuis une vingtaine d'années sans trouver les moyens, les producteurs, les financements. Et on m'avait souvent dit, ça va être compliqué, vous n'avez pas fait d'école de cinéma, vous n'avez jamais fait de fiction, ça va être compliqué de faire exister ce film dans ces conditions-là. Et ça faisait un moment que je me disais, donc il faut que je fasse une petite fiction plus modeste, même si c'est à fond propre, même si c'est en autoproduction, pour déjà qu'on arrête de me dire, comme vous n'avez pas fait d'école de cinéma et comme vous n'avez pas fait de fiction, ça va être impossible. Donc j'avais cette idée-là et je me suis dit, tiens, cette petite histoire entre ma mère et ma fille, qu'est-ce que je peux en faire? Donc c'est né de là. Et j'ai écrit seule dans mon coin, je me suis pris 3 mois enfermée chez moi et j'ai écrit, dont 2 mois de vacances où je n'avais pas mes enfants, et j'ai écrit cette histoire et je suis partie sans aucun financement. C'est vraiment un film autoproduit, pratiquement toute seule. J'ai mobilisé du monde et je suis partie en tournage pour Les Invertueuses et c'est ma fille, la même, qui joue le rôle de Nati dans le film. La jeune femme, Afissatou, qui joue le rôle de Mamie Yaba, je suis tellement contente de pouvoir parler un tout petit peu d'elle et j'espère qu'elle sera à Angoulême parce que ce film est une vraie prise de risque pour moi parce qu'il faut savoir que dans certains pays, c'est des sujets très, très délicats et que ça a eu un accueil très, très violent au FESPACO. J'avais comme ça des journalistes très virulents avec des questions. Cette phrase m'a beaucoup marqué. Un journaliste qui m'a dit à la sortie de la première projection, j'avais le micro presque dans le visage, quel est votre honneur de porter ce propos qui dit qu'une femme de 65 ans a du désir. Alors, et on est dans une société où il y a des jeunes filles, des enfants peut-être, je sais pas. Tout dépend des lunettes qu'on porte en fonction des sociétés. Mais moi, je suis une mère et je dirais des enfants ou des jeunes filles de 14, 15, 16, 17 ans qui sont encore données en mariage à des hommes de 70 ans. Et ce phénomène est encore accentué par la guerre terroriste parce que les familles ont besoin d'argent et des fois vont troquer leurs filles à des riches commerçants contre un peu de sécurité alimentaire ou de logement. Et ça ne choque personne. Il y a personne qui dit rien. Mais par contre, porter ce propos une femme peut avoir du désir jusqu'à 65 ans, le corps, peu importe qu'il soit féminin ou masculin, parle encore, peu importe l'âge, il y a encore du désir. C'est très, très mal vu. Et l'actrice, pour revenir à Afissatou, cette scène érotique qu'il y a dans le film où on voit sa poitrine, ça a énormément choqué. Elle a comme moi elle a dû encaisser beaucoup de critiques et les mots étaient vraiment choisis pour être les plus durs et les plus violents possibles. Et je pense qu'elle est partie, elle n'est plus au Burkina d'ailleurs. Bah, tout à fait. Alors, moi, j'ai eu une sorte de grande naïveté, j'avoue. Je me suis dit, bon, peut-être que comme c'est des sujets tellement tabous là-bas et que c'est pas du tout développé, j'ai pas pensé que ce serait compris totalement, j'avoue. Je me suis dit, bon, peut-être que ça va passer. Mais je l'aurais fait le film quand même, hein, j'avoue. Mais c'est vrai que cette jeune fille, Nati, qui sent bien que cette petite place, cette miette de place, cette minuscule place qui est taillée sur mesure pour la petite fille qu'elle est et pour la femme qu'elle doit devenir, ne lui convient pas. Elle sait pas qui elle est. Elle a cette magnifique phrase dans le film, je ne sais pas qui je suis, mais je souffre quand on me déforme. Qui reprend bien à ce que je dis là, c'est-à-dire que cette place taillée sur mesure, elle sent bien que voilà, elle va pas pouvoir rentrer au chausse-pied là-dedans. Il lui faut autre chose. Cette autre chose, elle ne sait pas ce que c'est. Elle est en quête de qui elle est. Et c'est normal, elle a 16 ans. À 16 ans, on ne sait pas encore qui on est et on a le droit. Même si dans certains endroits du monde, on nous vend l'idée que on sait puisque d'autres l'ont su avant et donc on va juste marcher sur les pas des anciens et on va jamais changer les choses et les paradigmes vont toujours rester les mêmes et que c'est pour le bien de la société, certainement peut-être, mais pour le bien de la personne, là c'est tout autre chose. Et faire un film, c'est aussi quelque part revendiquer d'exister en tant que personne et pas juste en tant que maillon d'une chaîne où on doit s'effacer totalement pour que cette chaîne qui est la société existe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les choses n'ont pas bougé. Les choses n'ont absolument pas bougé et on ne veut surtout pas que les choses bougent.
y compris dans l'art, y compris dans la culture. Et c'est pour ça que c'est important de porter ce combat-là, c'est pour ça que c'est important de faire de porter ce genre de sujet pour contribuer un tout petit peu à ce que la culture fasse un tout petit peu changement. La culture amène un peu de, je vais pas dire d'ouverture parce que ça voudrait dire que les autres sont fermés et ce serait un tout petit peu condescendant et mon propos n'est pas là et je veux vraiment pas aller dans ce sens-là. Mais moi, c'est en quoi je crois, c'est non pas à l'individu, à l'individualisme, mais à la possibilité et à notre capacité à chacun d'exister pour soi-même parce que c'est le sens même de la vie. Moi, je suis mandingue et cette culture dont on parle, c'est la culture mandingue. Et dans la culture mandingue, on dit que la vie n'a de sens que si elle est célébration. Et donc, je trouve ça très, très contradictoire. Si la vie doit être célébration, elle ne peut pas être juste un conformisme qui consiste à rentrer dans des cases prédéfinies par d'autres sans jamais écouter le soi-même, le moi profond qui est en nous et qui demande à vivre. Si on ne vit pas pour ce moi profond, moi, je ne vois pas où est le sens des choses. Et effectivement, il faut que la culture, l'art, nos œuvres, je dis ça humblement, hein, modestement, puissent porter ça en tant que combat, mais en tant que voix qu'on a envie de faire entendre, tout simplement. L'écriture de ce scénario, qui est le premier pour moi, puisque jusque-là j'ai fait que du documentaire, la difficulté, je pense que la difficulté était à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que je devais à la fois rentrer dans la tête de ma mère et rentrer dans la tête de ma fille. Me substituer à ma mère et me substituer à ma fille. Ce qui est un exercice à la fois, ce qui a quelque chose d'un peu schizophrénique, et c'est un exercice à la fois jouissif et compliqué parce qu'on n'a pas toujours envie d'être dans la tête ni de sa mère ni de sa fille. Et à la fois, on a totalement envie d'essayer d'y être. Donc voilà, il y avait quelque chose comme ça d'inhabituel, d'improbable dans cet exercice, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et l'autre difficulté, c'est que l'écriture de scénario, c'est un métier, c'est un métier à part entière, et je ne suis pas scénariste. C'est la première fois que je me retrouvais confrontée à cet exercice-là, donc forcément, j'avais mes failles, j'avais mes limites en termes de courbe dramaturgique, en termes de moment de bascule, en termes d'équilibre entre les personnages, enfin en termes de beaucoup de choses, quoi. Et donc, oui, il y avait une sorte de grande solitude dans cet exercice, de me retrouver à devoir écrire. De temps en temps, je demandais l'avis d'amis à qui j'envoyais pour voir ce que eux se racontaient comme histoire en lisant ce que j'écrivais. Mais c'est sûr que si j'avais eu les moyens, si c'était un film financé que j'avais eu les moyens, je n'aurais pas été contre le fait de bénéficier d'une collaboration avec un scénariste professionnel, c'est sûr. Mais je suis très contente d'avoir fait cet exercice et d'être allée au bout. Après, est-ce que j'ai réussi ou pas, ça, c'est le film et le parcours du film qui nous le dira. Mais voilà, c'était un exercice qui était une grande première dans ma vie, et écrire comme ça un scénario toute seule dans son coin et essayer d'avoir un début, un milieu, une fin, et avoir une histoire qui tienne la route, quoi. Je ne sais même pas si je lui ai déjà dit que cette scène entre elle et sa grand-mère a nourri le scénario. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si elle le sait. Oui, est-ce qu'elle a dit oui tout de suite? Elle avait des réticences sur une partie du scénario. Elle aurait voulu le scénario encore plus, le propos sur la question d'identité de genre encore plus affirmée, encore plus poussée. Elle sera là pour le dire à Angoulême. Et moi, je me disais, mais elle ne se rend pas compte de jusqu'où je vais. Elle ne se rend pas compte que j'ai un passeport français et je suis très honorée de l'avoir et je suis ravie de l'avoir. Mais quoi que je fasse, je suis aussi mandingue. Et moi, je me pousse moi-même dans mes retranchements jusqu'à une certaine limite. Et de son point de vue à elle, qui est forcément plus occidentale que moi parce qu'elle est arrivée à 8 ans, c'était encore pas assez et elle aurait voulu que je pousse le bouchon encore plus loin, et elle avait des revendications très fortes et elle a beaucoup de caractère, l'Arabie. Et donc,
elle était contente du rôle, elle était contente que je lui dise, sans rentrer dans les détails, qu'elle m'avait inspiré l'histoire. Mais voilà, elle avait cette demande et elle les avait avec beaucoup de force. Bah, moi, c'est surtout ça que j'ai connu, hein. Dans cette quête, j'ai envie de dire ouest-africaine, mais peut-être qu'on va me reprendre, mais je pense, dans cette quête de nos sociétés à toujours rester elles-mêmes et à ne jamais bouger les lignes, les personnes qui sont les plus porteuses de ça et qui ne veulent absolument pas que ça bouge, étonnamment, quand j'ai pris du recul et que j'ai regardé tout ça, c'est beaucoup plus les femmes que les hommes. On parle beaucoup de patriarcat, mais moi j'ai l'impression, en tout cas dans nos sociétés ouest-africaines, que c'est plus le matriarcat qui est à l'œuvre au service du patriarcat. Et les hommes ne disent pas grand-chose, bien sûr, ça les arrange. Et ils n'ont pas beaucoup à faire pour avoir cette place confortable, cette place de cette part du lion, cette place de roi qui est taillée sur mesure pour eux, parce que c'est des femmes qui s'occupent de leur garantir cette place. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai et c'est l'observation que j'en fais depuis que je suis toute petite. C'est vraiment les femmes qui sont plus garantes de ça que les hommes. Je me rappelle que, alors c'était quand j'étais encore à l'université, quand il y a eu le Code des personnes et de la famille au Burkina Faso, dans une première version, la polygamie était interdite et c'est des femmes qui avaient exigé qu'elle soit autorisée. Alors, c'était pas parce qu'elles y croyaient, c'était parce qu'elles disaient, bah, si c'est pas autorisé, il va juste garder une maîtresse à qui il va donner tout l'argent et nous, on va devoir se débrouiller nous-mêmes. Alors que s'il l'épouse, elle sera là et on pourra comparer, on pourra dire, regardez, il paye pas les études de mes enfants alors que elle a tout ça. Mais n'empêche que c'était quand même des femmes qui avaient pris le problème dans ce sens-là et pas dans l'autre sens de dire, ben, s'ils sont polygames, moi je veux être polyandre aussi, par exemple. Alors, ce qui a changé déjà, c'est que avec mes documentaires, c'est toujours les sujets qui m'ont choisi. Je me suis trouvée à Balolé et j'ai fait le Loup d'or de Balolé. Vraiment, c'est des sujets qui m'ont choisi. Al-Janat, il y a cette crise au sein de ma famille. Je ne peux pas passer mon chemin. Je suis obligée de faire ces documentaires. Obligée dans le sens positif. Hein. C'était beaucoup d'honneur de pouvoir le faire. Et là, tout d'un coup, avec la fiction, c'est moi qui choisis. C'est moi qui me dis, tiens, je vais faire une fiction. Et qu'est-ce que je veux raconter? Je pense que c'est vraiment la différence fondamentale. Jusque-là, j'ai pas fait de documentaire où j'ai l'impression d'avoir beaucoup décidé que le film se ferait. J'ai l'impression que tout d'un coup, la vie me choisissait et disait, tu seras la chanceuse qui aura l'opportunité d'être la passeuse qui va faire passer cette histoire. C'était pas plus que ça. Alors que là, la décision, elle est de mon côté et et je choisis le sujet, je choisis la manière, je choisis aussi même les acteurs, ce qui est beaucoup de responsabilité. Et c'est vrai que c'est une première fiction et je ne connaissais pas ce dispositif, cette grosse machine. C'est une énorme machine, la fiction. En documentaire, on est trois. On a toujours été trois, voire deux. C'est-à-dire que il y a une personne à la caméra, une personne au son et moi-même. Mais tout d'un coup, cette grosse machine avec tous les acteurs, tous les techniciens, c'est quelque chose que je connaissais pas, que je découvrais. Et à la fois, ce film, devait être pour moi une école. Découvrir de l'intérieur tout ça, pour avoir une fiction sur mon CV, certes, mais pour connaître aussi de l'intérieur tout ça. Et effectivement, c'était très hard, c'était très, très dur. Alors cette sélection à Angoulême, c'est d'abord une surprise, c'est une énorme surprise. Enfin, c'est quand même juste Chloé Aïcha, quoi, petite réalisatrice ouest-africaine, avec un film 100% autoproduit, sans aucun financement. Moi-même ayant tellement de casquettes là-dessus, scénariste pour la première fois de ma vie, première fiction en plus. Voilà, productrice de fait, puisqu'il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas de producteur au départ, jusqu'à l'arrivée en post-production de Marie Etchegoyen, que je remercie au passage, qui a récupéré le bébé en post-production et a poussé le processus jusqu'au bout pour que le film existe. Et sans elle, le film n'existerait pas. Merci beaucoup à elle. Donc, pour un film fait avec des bouts de ficelle, avec le cœur certainement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de conviction aussi, mais avec des bouts de ficelle quand même, s'est retrouvé sélectionné en compétition à Angoulême. C'est beaucoup d'émotions, c'est un réel sentiment de gratitude, vraiment, au-delà de la surprise.
Et ça a énormément de signification pour moi, c'est parce que c'est un festival qui se réclame, qui se revendique francophone. Et le mot francophone a beaucoup de signification pour moi. La francophonie, la langue française n'appartient plus que au pays France, ça appartient à tout un espace. Et c'est un espace, c'est une entité dans laquelle on peut se revendiquer avec beaucoup de fierté, parce que ça va au-delà du territoire. Alors, je dis ça parce que, en tant que réalisateur ouest-africain, on est souvent cloisonné dans un réseau de cinéma africain, et nos films ont cette estampille de notre couleur de peau. Et je dis ça, mais je remercie en même temps les festivals africains d'exister, mais en même temps, ça peut s'avérer dans une certaine mesure assez réducteur, parce que les histoires que nous racontons sont des histoires humaines et pourraient être des histoires d'autres personnes que de personnes noires, mais on est un tout petit peu confiné dans cet espace-là, et tout d'un coup, quand on a accès à des festivals comme Angoulême et qui se revendiquent francophones, donc je reviens à cette déclaration d'amour que j'ai l'occasion de faire à la francophonie, parce que moi je suis francophone dans l'âme, parce que la francophonie, donc je disais, voilà, c'est une appartenance à quelque chose, à une entité qui n'est pas juste une appartenance à une couleur de peau ou à un territoire, puisque la francophonie est sur tous les continents, mais c'est une appartenance à une entité, à une communauté de valeurs communes, de regards qu'on porte sur le monde, de regards esthétiques, parce que le cinéma c'est un regard aussi esthétique qu'on porte sur le monde, et à une appartenance à quelque chose qu'on a en commun, parce que c'est des valeurs qu'on a tirées et un regard qu'on porte le monde qu'on a tiré de livres qu'on a pu lire, de livres francophones magnifiques, de grands auteurs, de romans, de poésie, tout ça, et que ça crée cette appartenance-là. Pour la petite histoire, moi quand j'étais enfant, les livres qui arrivaient jusqu'à nous et qu'on pouvait lire à Dédougou, au Burkina Faso, il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient, et ce qui arrivait, la plupart du temps, mes tantes les utilisaient pour vendre les beignets, pour impacter les beignets pour pouvoir les vendre. Et nous, on les voulait pour pouvoir les lire, avant que ça fasse usage d'un pactage pour beignets. Et donc, c'est quand je dis que la francophonie, pour moi, c'est une quête, c'est un idéal et c'est un horizon, c'est pas des mots vains, en fait. C'est vraiment cette appartenance à une langue belle, à un regard esthétique qu'on porte sur le monde et à un idéal et à des valeurs communes qu'on a pu acquérir à travers des lectures, à travers des œuvres magnifiques, à travers la littérature, à travers le cinéma aussi. Donc ça a beaucoup de sens pour moi d'être sélectionnée à Angoulême. Oui, tout à fait. C'est peut-être aussi ça qui amène un peu le côté documentaire dont vous parliez tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu presque compliqué. C'est pas impossible, mais c'est devenu compliqué de raconter des histoires, de faire du cinéma en occultant totalement cette nouvelle donne qui frappe nos pays. Parce que ça s'est inséré tellement dans toutes les sphères de la vie, si bien que faire un film aujourd'hui en occultant totalement cette nouvelle donne de l'avancée djihadiste, c'est très compliqué. Et à la fois, je pense que ça portait aussi un tout petit peu l'histoire parce que ça amenait une forme d'urgence. C'est maintenant et pas plus tard. C'est maintenant ou jamais. Et puis, ça permettait aussi de parler de la femme sur un territoire en guerre. Parce qu'un territoire en guerre n'est jamais vécu de la même façon pour une femme que pour un homme. Ou je vais plutôt dire pour les femmes que pour les hommes. Sur un territoire en guerre, la femme devient tout de suite la proie. Il y a un enjeu de domination, il y a un enjeu sur la femme, sur le corps de la femme, parce que dès qu'il y a la guerre, les viols sur les femmes mineures, sur les enfants, sur les petites filles sont tellement fréquents, sont tellement courants. Dès qu'il y a une guerre quelque part, le corps de la femme devient une monnaie d'échange. Ça devient tout de suite au cœur des choses. Et c'est pour ça que traiter de cette histoire sur les invertueuses qui parle du corps de la femme, le corps de la femme et la possibilité de la femme de disposer de son corps, que cette femme ait 16 ans ou 65 ans, qui est le sujet qui m'intéressait,
parler de ça dans un contexte où il y a une guerre et occulter la guerre, je trouvais que ça aurait été vraiment dommage. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'ancrer cette petite histoire, effectivement, dans cette grande histoire qui est ce contexte djihadiste, terroriste que vivent beaucoup de pays ouest-africains aujourd'hui, même s'il y en a plus dans certains endroits que d'autres. Non, 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 c'était pas simple, mais j'avoue que j'ai eu le soutien de l'armée, sinon j'aurais pas pu avoir les blindés. J'avais pas les moyens d'avoir les blindés s'il avait fallu financer tout ça. Donc j'ai eu le soutien de l'armée. J'étais la première surprise, hein, parce que ils ont vu le scénario et tout ça, mais c'est bien la preuve que voilà, on n'est pas tous au même degré d'acceptation ou de rejet des choses sur le même territoire et dans un même pays. Et à la fois, c'est vrai que moi, je repars avec une équipe et on tourne, mais les gens vivent sur place et sont dans cette réalité depuis beaucoup d'années maintenant, finalement. Et leur dire qu'on va mettre en scène ce qu'ils vivent, comment c'est reçu, bah curieusement, parce que c'est quelque chose qui me faisait peur. Je me disais, est-ce que ça pouvait être vécu comme une sorte de on joue avec la tragédie qui se vit, quoi. Ça aurait pu être perçu comme ça, mais pas du tout. Ça n'a pas été du tout accueilli comme ça. Ça a été accueilli comme une reconnaissance de ce qui se vit sur place et le fait de mettre la lumière sur ce que les populations subissent. Donc, ça a été vraiment bien accueilli. Ça, c'était une chance. Même si j'avoue que on est passé pas très loin du drame sur la scène de la place des artistes. Parce que on met donc en scène, c'est des acteurs qui sont évidemment déguisés en djihadistes, et puis il y a ces calaches qui sont évidemment pas chargés, bien sûr, mais sur ces véhicules qui arrivent en se suivant. Mais il y avait des gens à des terrasses qui n'avaient pas vu les panneaux en tournage et qui ont cru que c'était des vrais djihadistes. Donc il y a des gens qui ont commencé à détaler, à courir, et on est passé vraiment à deux doigts à ce qu'un militaire commence à tirer, quoi. Parce que les gens ont cru que c'était des vrais véhicules djihadistes qui arrivaient sur place. Ah, moi je pense que je filme pour récupérer le pouvoir de la télécommande. j'ai, C'est-à-dire? moi j'ai une histoire très intime, très intimiste avec le cinéma depuis que je suis toute petite. J'ai grandi dans la cour de mon oncle, qui était une figure tutélaire de l'islam local. Et il n'y avait pas beaucoup de télé, c'était à Dédougou, au Burkina Faso, et je crois qu'on était la seule famille dans la cité à avoir une télé. C'était une télé noir-blanc. Et mon oncle avait 4 femmes, donc il avait beaucoup d'enfants, et puis il y avait les enfants des voisinages aussi. Et la seule distraction qu'on avait les soirs, c'était cette télévision. Donc on faisait vite les corvées pour venir le soir, pour se poser, pour regarder la télé. Et on était souvent une cinquantaine d'enfants, on était assis comme ça à même le ciment. Et il y avait au fond de la salle, de la pièce, cette télévision noir-blanc. Et entre la télévision et nous, sur le côté, un biais, dans le canapé, il y avait mon oncle qui était installé avec sa télécommande. Et quand il y avait des scènes de violence, d'ailleurs, ça le choquait pas plus que ça. Mais comme il était très religieux, tout ça, dès qu'il y avait une scène un peu équivoque, des gens qui s'embrassent ou que ça annonçait un tout petit peu plus, alors il aurait pu éteindre directement d'ailleurs. Il éteignait pas, il se tournait et il nous observait, nous auscultait, il cherchait quel enfant portait le démon en lui, c'est-à-dire quel enfant continuait de regarder l'écran tout simplement. Et à ce moment-là, il fallait disparaître tout en restant sur place. Alors on faisait qui mine de se gratter la tête, qui mine de chercher sa chaussure, de parler à son voisin. Et en général, il décrétait toujours qu'il y en avait un qui portait le démon et il éteignait. Et moi, dans mon impression d'enfant, il y avait ces veines saillantes comme ça et j'avais l'impression que c'était une sorte de pouvoir dans ses veines. Il appuyait sur la télécommande avec toujours cette phrase mythique qui m'est toujours restée. Il éteignait toujours en disant cette phrase. De toute façon, pour les blancs, il y aura pas de jugement. C'est l'enfer direct. Bah, puisqu'il y avait que des blancs dans les films qu'on regardait, évidemment, il y avait pas de noirs. Et donc, on sortait de là, et je me rappelle les autres enfants, enfin, mes cousins, les enfants des voisins, ils sortaient de là en maudissant un peu le blanc. Pourquoi ils sont ainsi impudiques? Donc, on voyait jamais le début des films parce qu'évidemment, la télévision ne nous attendait pas. Et on voyait jamais la fin des films parce que mon oncle nous virait toujours en étayant la télé. Et moi, j'avais 5, 6, 7 ans, 8 ans, et je disais, moi, les soirs, je disais toujours, moi, quand je serai grande, je voudrais faire des films.
Donc, je crois que je voulais, un, récupérer le pouvoir de la télécommande et deux, je voulais enfin décider quand ça commence et quand ça finit. D'ailleurs, j'ai un lien très fort avec les premières et les dernières scènes de mes films et je crois que ça vient de ce traumatisme. J'ai toujours l'impression que la première scène et la deuxième, celle-là, il faut vraiment, quoi, parce que c'est mon histoire avec le cinéma. Donc, j'ai un attachement très fort à mes débuts, à mes fins de film, mais moi, donc, depuis 5, 6 ans, sans savoir comment on fait un film, sans savoir qu'est-ce qu'une caméra, je n'en avais jamais vu, sans savoir qu'est-ce qu'une équipe de tournage, c'était intimement lié à moi et j'ai pas fait d'école de cinéma, mais je savais, j'ai toujours su que dès que j'aurais un tout petit peu d'argent, il fallait que je fasse des films, il fallait que je retire ce pouvoir de la télécommande à mon oncle, qui est quelqu'un qui avait beaucoup de place dans mon cœur. Hein. C'était pas du tout une critique, c'est beaucoup de tendresse quand je raconte cette histoire.